dans le petit village de Saint-Pierre, niché au creux des collines verdoyantes du Périgord, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les cloches de l'église et les conversations feutrées des habitants. Tous se connaissaient, leurs histoires et secrets semblant s'immobiliser derrière les rideaux de dentelle des maisons en pierre. Ce soir-là, dans la salle voûtée du centre culturel, une soirée caritative battait son plein. C'était une initiative de son époux, Didier, pour renforcer les liens commerciaux et finaliser un important contrat pour son entreprise de vin bio. Élise portait une robe noire en satin, ajustée jusqu'aux genoux, avec de fines bretelles qui semblaient à peine retenir le tissu soyeux. Sous sa robe, des bas couleur chair maintenus par une jarretière de dentelle délicate, presque invisible, et une lingerie en soie bleu nuit caressait sa peau, soulignant chaque courbe avec une élégance sensuelle. Ce n'était pas pour les regards des autres, mais pour elle-même, cette tenue lui conférait une démarche plus assurée, une respiration plus profonde, comme si son corps devenait un instrument précis, conscient de chaque mouvement. Elle sentait en elle un mélange de pureté et de danger, une dualité qu'elle ne cherchait pas à cacher. Didier disparut rapidement, emporté par un groupe d'hommes en costume discutant de la répartition de vignobles dans la région de Bergerac. Élise se retrouva seule près du bar à champagne, observant la nappe comme si son destin y était brodé. C'est alors qu'il apparut, le père de Didier, Monsieur Richard, un homme réservé, toujours un peu moqueur, comme s'il regardait le monde depuis une autre dimension. D'ordinaire, leurs échanges se limitaient à des salutations polies lors des repas de famille, mais cette fois, il s'approcha d'elle, une coupe à la main et un sourire à peine esquissé. Toujours aussi stoïque face à l'ennui de ces événements, il murmura en inclinant la tête vers son oreille. Élise sentit son souffle chaud, et contre toute attente, elle ne recula pas. Elle répondit, mais oublia aussitôt ses mots, car la conversation qui suivit fut étrange, légère comme de la dentelle, mais aussi inquiétante qu'un vent chargé d'orage. Monsieur Richard ne communiquait pas uniquement avec des mots, ses poses, ses regards, la manière dont il tenait sa coupe, ou tournait légèrement son corps vers elle, traçait une ligne invisible sur laquelle seul pouvait marcher. À un moment donné, ils se retrouvèrent à l'écart, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Elle comprit qu'il la regardait, qu'il déchiffrait ce que Didier avait cessé de voir depuis longtemps. Cette attention avait quelque chose de terrifiant et d'attirant à la fois. Plus tard, sur le chemin du retour, la voiture de Didier était trop pleine, et Élise se retrouva dans un taxi avec Monsieur Richard. Ils s'installèrent côte à côte, dans un silence chargé de tension, la chaleur de sa main effleurant presque sa cuisse. Lui regardait par la fenêtre, elle l'observait en retour, tandis que les rues défilaient, devenant une galerie floue de désirs inassouvis. Au moment de se quitter, son regard s'attarda un instant plus longtemps que ne l'aurait permis le rôle de beau-père. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais se contenta d'un sourire en coin avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Après s'être déshabillée, elle se tint devant le miroir. Elle ne posait pas pour Didier, mais pour elle-même, comme une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, sentait qu'on la percevait non pas avec les yeux, mais avec la peau. Elle sortit un ensemble de lingerie en dentelle presque oublié et le posa sur le reste, non pour le lendemain, juste pour qu'il soit plus près d'elle. Au fond d'elle, tout tremblait. Elle tenta de dormir, mais quelque chose venait de se réveiller, et elle sut qu'elle ne pourrait plus jamais vivre comme avant. Un mécanisme s'était mis en marche, et il ne s'arrêterait pas. Les jours qui suivirent cette soirée semblèrent s'écouler dans un brouillard diffus, comme une scène filmée au ralenti. Élise jouait toujours le rôle de l'épouse dévouée, elle cuisinait, souriait, offrait cette tendresse quotidienne à laquelle son corps ne répondait plus vraiment. Cependant, derrière cette façade, comme derrière une vitre invisible, elle vivait dans un autre monde, celui où résonnait encore le frôlement des mains de Monsieur Richard, son regard pénétrant, la phrase laissée en suspens, et le silence vibrant du taxi où tout ce qui n'avait pas été dit semblait danser dans l'air. Le week-end arriva, et il devait déjeuner chez Richard, dans sa maison de campagne située à Vieille Route, un charmant lotissement de maisons individuelles aux rues larges, où flottait dans l'air un doux parfum de menthe et d'herbes fraîchement coupées. Élise choisit une robe blanche, simple mais ajustée, à manches courtes, qui épousait ses courbes avec délicatesse. Sous la robe, elle portait encore cette lingerie bleu nuit, comme un secret intime gardé contre sa peau, un rappel de ce qu'elle était devenue. La maison sentait la choucroute mijotée, la grand-tante, et le bois de bouleau brûlé dans la cheminée. L'atmosphère était chaleureuse, presque rustique, mais Élise ressentait une tension palpable, sourde, qui montait en elle comme une vague prête à déferler. Didier, fidèle à lui-même, s'engagea dans une discussion animée avec son frère, tandis qu'elle aidait machinalement en cuisine, exécutant des gestes répétés dont elle avait oublié la saveur. Soudain, Monsieur Richard s'approcha un peu trop près.
Tu es bien silencieuse aujourd'hui, dit-il en posant un plateau de confiture sur la table, juste à côté de ses doigts. Il ne la toucha pas, mais elle sentit la chaleur de sa main. J'ai juste eu une matinée difficile, répondit-elle en souriant, effleurant légèrement son menton d'un geste discret que Richard ne manqua pas de remarquer. Ils se retrouvèrent seuls près d'un vieux buffet, dans un coin de la cuisine près de la fenêtre. Il ne la regardait pas dans les yeux, mais un peu plus bas, et c'était une sensation qu'elle percevait avec la peau, loin de la vulgarité, mais empreinte du pouvoir d'un regard qui sait, qui comprend. Il la maintenait à distance dans un jeu silencieux, chargé de tension. Plus tard, quand tout le monde sortit prendre le thé dans le jardin, Élise entra en cuisine pour chercher le sucrier. Richard surgit derrière elle. Tu savais que ton pas se fait entendre avant même que tu n'entres dans la pièce? Sa voix était à peine un murmure, mais ses mots glissèrent le long de sa peau, juste sous ses omoplates. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce dangereux? Murmura-t-elle, figée. Ils restèrent immobiles, tandis que les enfants riaient quelque part au-delà de la fenêtre. Un silence absolu s'installa à l'intérieur. Il était là, tout proche, et elle sentait l'odeur de son parfum mêlée à celle du musc et du tabac. Il ne fit rien d'autre que la regarder, et cela suffisit à faire courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ce soir-là, de retour à la maison, elle s'installa dans la voiture à côté de Didier, qui parlait d'une réunion avec un nouveau client. Elle hocha la tête sans écouter, car dans sa tête résonnait encore la voix de Richard, cette voix dangereuse qui l'excitait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, réveillée tôt, Élise enfila un peignoir et s'assit près de la fenêtre, regardant la brume grise envelopper le jardin. Dans son esprit, ses doigts revenaient, comme s'ils ne l'avaient jamais vraiment touchée, mais avaient laissé une empreinte indélébile. Elle se leva, tira de son armoire un nouvel ensemble de lingerie noire, fin et délicat, avec un insert de dentelle dans le dos. Elle le mit sous sa tenue de maison, juste pour se rappeler qu'elle existait encore. Au troisième jour, elle trouva une excuse, un vieil album photo familial, rangé dans le grenier de la maison de Richard, lui serait utile pour préparer une surprise d'anniversaire pour Didier. Richard répondit brièvement, passe après 16 heures, je serai là. Elle conduisit jusqu'à sa maison, comme sous l'effet d'un narcotique. Le ciel était couvert, le bitume brillant de pluie récente. Elle gara la voiture, s'essuya les mains sur le bas de sa robe et se dirigea vers la porte. Il ouvrit presque immédiatement, comme s'il l'attendait. Il portait un pull à col roulé gris, et dégageait une odeur de café, mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Bonjour, souffla-t-elle, tu viens pour l'album. Il sourit, et ce simple geste confirma son intuition. Il la guida vers la véranda où un thermos de thé trônait sur la table. Ils s'assirent, feuilletant les photos. Il commentait les instantanés, une photo de lui jeune, une de Didier enfant en salopette. Élise riait, mais chaque éclat de rire semblait justifier l'injustifiable. Tu te souviens de la première fois où tu es venu avec cette blouse bleue, demanda Richard, Didier ne quittait pas des yeux. Elle répondit, j'étais mariée, et aveugle, je suppose. Un silence tomba. Sa main reposait près de la sienne sur la table. Ses doigts ne bougeaient pas, mais ils attendaient. Élise posa la sienne dessus, fermement. Il ne l'embrassa pas, ne prononça aucun mot, mais serra sa paume, et cela suffisit à embraser toute sa journée. Une semaine passa, mais pour elle, ce fut une éternité. Chaque jour avec Didier semblait figé dans un décor d'autrefois. Elle était comme une actrice répétant une pièce dont le vrai spectacle se jouait ailleurs. Le vrai tournant survint quand elle reçut un message de Richard, m'aiderais-tu à choisir un cadeau pour Didier? J'ai besoin de ton bon goût, cet après-midi après le déjeuner. Elle relut plusieurs fois ce message, presque innocent, mais chargé d'une soie dense, invisible aux yeux des autres. Elle choisit une robe gris clair, à col montant et manches 3/4, qui dessinait sa taille et laissait apparaître ses clavicules. Ses chaussures bleu marine à talons bas étaient comme un signe, un mot de passe. Sous sa robe, elle portait un ensemble de lingerie rouge, pas pour lui, mais parce qu'elle savait qu'il le sentirait. Ils se retrouvèrent dans un vieux centre commercial de Périgueux, un lieu discret et presque soviétique, avec ses sols carrelés et l'odeur de café fraîchement moulu. Il était là, à l'entrée, avec son sourire à moitié moqueur, sans mots superflus. Dans la boutique d'hommes, ils discutèrent chemise, cravate, ceinture. Elle tenait les boîtes, lui les sentait. Les passants s'occupaient de leurs affaires, mais entre eux, chaque geste comptait. Ses doigts effleurèrent légèrement son poignet en prenant un paquet, sa voix était plus basse que nécessaire. Didier a des goûts étranges ces temps-ci,
lança-t-elle en faisant tourner une cravate au motif abstrait dans ses mains. Il a une perception étrange des choses précieuses, oui, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Elle ne détourna pas le regard. C'est là, dans cette boutique anodine, que le vrai jeu commença. Après les achats, il lui proposa un café dans une petite brasserie du centre commercial. Ils s'installèrent dans un coin à l'abri du regard des passants. Ils commandèrent chacun une tasse de thé, mais n'y touchèrent pas. Elle se souvient encore de la façon dont il prit sa main sur la table, simplement, sans peur, comme si le monde pouvait disparaître. « Je ne sais pas où ça va », murmura-t-elle. « Moi non plus », répondit-il, « mais j'ai peur qu'un jour, on ne puisse plus se contrôler. Peut-être que c'est ce qu'on attend. » Sur le chemin du retour, dans la voiture, une vieille chanson de Barbara passait à la radio. Elle sentit une émotion profonde, une envie de pleurer, mêlée à la tension et à la douceur de sentir la vie revenir battre dans ses veines. Avant de descendre, il la serra longuement dans ses bras. Sa main posée sur le bas de son dos fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. « On se revoit » demanda-t-il sans la lâcher. « Oui » répondit-elle presque en chuchotant. « Très vite. » Chez elle, elle tenta de paraître calme. Didier ne remarqua rien, trop absorbé par un projet dans la région de Sarlat. Elle souriait, mais à l'intérieur, tout brûlait. La nuit fut blanche. Allongée sur son lit, vêtue d'une nuisette fine à bretelles, portant encore la lingerie rouge, elle se leva en silence, s'assit sur le balcon, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle imagina sa main sur sa nuque, son souffle sur sa joue, sa voix rauque à son oreille. Et c'est là, dans ce silence absolu, qu'elle comprit, elle ne s'appartenait plus. Un vent frais fit danser les rideaux, comme un présage. Au matin, un message apparut sur son téléphone. « Je pars à la maison de campagne pour quelques jours. Personne ne sera là. Tu veux venir ? Sans explication, juste viens. » Elle lut le message 10 fois, sans répondre tout de suite. Elle prépara ses affaires, annonça à Didier qu'elle allait rendre visite à une amie à Bergerac pour se reposer. Il ne posa pas de questions. La maison de campagne de Richard était isolée, près d'un petit village nommé La Forêt, entouré de collines où l'air sentait le genêt. La maison en bois, ancienne, avait un cerisier derrière et une vieille grille grinçante. Il ouvrit la porte, vêtu d'une chemise ample et d'un jean usé, les cheveux légèrement en bataille, une barbe de 3 jours dessinant sa mâchoire. Il n'était plus le beau-père, juste un homme. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il en soutenant son regard. « Moi non plus », répondit-elle, « mais me voilà. » Ils ne se jetèrent pas l'un sur l'autre. Ils s'assirent sur la véranda, buvant du thé au miel, mangeant de la confiture de myrtille. Le vent jouait avec les rideaux. Il parla d'un livre qu'il relisait, elle lui confia sa lassitude du bruit de la ville. Ils parlèrent calmement, mais un feu sourd brûlait entre eux. Plus tard, il la conduisit au jardin, où un vieux pommier s'élevait, surmontant une balançoire faite d'une planche et d'une corde. « Assieds-toi » dit-il. Elle s'assit. Le vent jouait avec l'ourlet de sa robe. Il se plaça derrière elle, enlaça les cordes et la balança lentement. Ses mains frôlaient presque ses cuisses. Il y avait dans ce geste quelque chose d'ancien, de païen, délicieusement interdit. Elle pencha la tête en arrière, sentant sa poitrine se tendre sous la robe, son souffle devenir saccadé. Il arrêta la balançoire, se pencha vers elle et murmura, « Si je t'embrasse maintenant, tout changera. » « Tout a déjà changé, » répondit-elle. Il ne l'embrassa pas, caressa seulement ses cheveux, puis entra dans la maison. Elle sut que cette nuit serait la plus longue de sa vie. Dans la chambre à coucher, le silence résonnait comme un cri. Elle ne dormit pas, allongée sur un lit ancien au bois sculpté, sous des draps parfumés de savon et de bois. La lampe de chevet diffusait une lumière tamisée. La fenêtre était ouverte, et l'air humide caressait sa peau. Richard était dans la pièce voisine. Ils n'avaient pas échangé un mot depuis le jardin, mais elle sentait sa présence dans chaque pas, dans chaque souffle de la maison. Elle enfila une nuisette blanche, fine, ornée d'un insert de dentelle sur la poitrine. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules. Elle se regarda dans le miroir, se sentant étrange, mais dans cette étrangeté, elle retrouvait sa vérité. Il frappa doucement 2 fois à la porte. Elle s'approcha et ouvrit. Il entra sans un mot, se tint là, immobile. Il n'avait pas l'intention de commencer, mais s'interrompit. Elle ne dit rien non plus, mais leur présence suffisait. Il caressa lentement son épaule, ce toucher fut le point de non-retour.
Il l'attira vers lui, non avec brutalité, mais avec la certitude d'un homme qui sait ce qu'il veut. Elle sentit son souffle dans son cou, ses paumes glisser le long de son dos. Il releva son menton et la regarda droit dans les yeux. « Si on commence, on ne pourra plus s'arrêter, dit-il. »« Ça fait longtemps que je ne veux plus m'arrêter, » répondit-elle. Sans un mot de plus, leurs lèvres se trouvèrent. Le baiser fut lent, intense, chargé d'angoisse et de soulagement. Il la toucha comme s'il partageait un secret. Il lui retira la nuisette comme on ouvre une lettre précieuse. Ses mains tremblaient quand elle effleura son torse, ses doigts glissèrent sur son abdomen. Ce n'était pas de la luxure, mais du pouvoir, le pouvoir d'être vu, non comme une fonction, ni comme une épouse, mais comme une femme. Il la couvrit de son corps comme une ombre protectrice. Leurs mouvements étaient précis, presque silencieux. Seul le souffle et le murmure des draps accompagnaient leur union. Elle mordit sa lèvre pour ne pas crier. Il serra sa main dans la sienne, ferme, comme une ancre. Ce n'était pas une folie, c'était une révélation. Quand tout se calma, ils restèrent longtemps, front contre front. Il caressait sa cuisse comme pour vérifier qu'elle n'avait pas disparu. Elle écoutait son cœur battre, lui sa respiration. « Tu comprends que ce n'est pas simple, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Oui, je sais, » répondit-elle, « ça ne peut plus s'arrêter. » Au matin, elle partit. Il ne la retint pas, elle ne lui demanda pas de rester. Tout semblait comme avant. Didier regardait la télévision, lui demanda comment allait son ami. Elle mentit avec une facilité déconcertante. Elle portait la même robe, mais sous elle, un autre corps, un corps qui n'était plus celui d'une épouse, mais d'une femme ayant franchi la limite. Une semaine, puis une autre. Richard disparut comme s'il n'était jamais venu. Seuls ses doigts gardaient la mémoire de sa peau, seules ses lèvres cherchaient encore cette douceur. Au fond d'elle, tout brûlait toujours. Une nuit, Didier la serra contre lui. Elle resta immobile. « Tu es devenue différente, je ne comprends pas. Tu sembles toujours si loin, » murmura-t-il. Elle ne répondit que par un sourire. Il s'endormit. Elle resta dans l'obscurité, tenant son téléphone, lisant et relisant un message court arrivé une minute plus tôt. « Je pars pour longtemps. J'ai reçu une offre d'emploi à Bordeaux. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que je ne te reverrai plus. Mais j'aimerais. » Elle ne sut comment réagir. Seules ses larmes coulèrent, non de douleur, mais de libération, de solitude, de l'impossibilité d'une vie sans vérité. Elle sortit sur le balcon. Le vent agitait les rideaux. Elle comprit que rien n'était fini. Tout venait juste de commencer. Une autre histoire, avec lui ou sans lui, mais sans masque. Car vivre sans toucher la vérité était impossible. Les jours suivants furent comme suspendus dans un équilibre fragile, teinté d'une mélancolie douce amère que rien ne semblait pouvoir dissiper. Élise errait dans la maison, son esprit hanté par le vide laissé par Richard, tandis que les murs semblaient murmurer leurs secrets oubliés. Chaque pièce portait encore l'empreinte de sa présence, la véranda où ils avaient partagé du thé, le vieux pommier sous lequel elle s'était balancée, les draps froissés de la nuit où tout avait basculé. Elle portait désormais une robe en velours bordeaux, longue, dont les plis glissaient lentement sur ses hanches, dessinant une silhouette à la fois élégante et mystérieuse. Ses chaussures à talons aiguilles, noires et brillantes, claquaient doucement sur le parquet ciré, ponctuant ses pas d'une cadence presque hypnotique. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient son cou, ajoutant à son allure une touche de désinvolture étudiée. Une fine chaîne en or, sertie d'un petit saphir, reposait délicatement sur sa clavicule, scintillant à chaque mouvement. Pourtant, malgré cette apparence soignée, son regard portait la trace d'une tempête intérieure. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient chercher une réponse dans le vide, comme si chaque reflet dans le miroir lui renvoyait une énigme à résoudre. Elle savait que la vie ne pourrait plus être celle d'avant, que ce silence entre elle et Didier, entre elle et Richard, était un abîme qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Un soir, alors que la pluie tombait drue sur les toits de Saint-Pierre, Élise se retrouva dans le vieux café du village, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. La lumière tamisée des lampes à abat-jour dessinait des halos dorés sur les visages des habitués, tandis que le vieux pianiste jouait une mélodie mélancolique au fond de la salle. Elle s'installa au comptoir, un verre de vin rouge devant elle, son esprit vagabondant entre souvenirs et désirs inassouvis. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Un homme entra, trempé par la pluie, son imperméable dégoulinant. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise,
et un frisson parcourut son échine. Il s'approcha, un sourire en coin, un éclat de malice dans le regard. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici, » dit-il d'une voix grave, presque un murmure. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, cherchant à déchiffrer les secrets cachés derrière ce visage familier. « Tu pensais vraiment que tout était terminé ?» reprit-il, s'asseyant à côté d'elle. Un silence chargé de tension s'installa. Les notes du piano semblaient s'intensifier, accompagnant ce moment suspendu. « Non », murmura-t-elle enfin, « rien ne s'arrête jamais vraiment. » L'homme sourit, sortit de sa poche un petit paquet soigneusement emballé. « Pour toi », dit-il simplement. Élise défit le papier, révélant un pendentif en argent, orné d'une pierre noire mystérieuse. « C'est pour que tu n'oublies jamais », souffla-t-il. Elle posa le bijou contre sa peau, sentant une chaleur familière monter en elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Ils se levèrent brusquement, les regards tournés vers la fenêtre embuée. Dans la nuit noire, une silhouette s'éloignait rapidement, disparaissant entre les ruelles mouillées. Élise sentit son cœur s'accélérer. Cette visite inattendue, ce cadeau énigmatique, et cette ombre fuyante n'étaient que les premiers indices d'un mystère plus profond, une intrigue qui allait bouleverser à jamais le calme apparent de Saint-Pierre. Alors que la pluie s'intensifiait, enveloppant le village d'un voile d'incertitude, Élise sut que la vérité, aussi troublante soit-elle, ne tarderait pas à se révéler. Et cette fois, elle serait prête à l'affronter, quel qu'en soit le prix. Les premières lueurs de l'aube filtraient à peine à travers les volets en bois quand Élise se réveilla, le pendentif froid contre sa peau nue. La nuit avait été agitée, hantée par des rêves où le visage de Richard se mêlait à celui de l'homme mystérieux du café, leurs regards se fondant dans une énigme sans réponse. Elle se redressa lentement, ses doigts effleurant la chaîne d'argent et la pierre noire qui semblait absorber toute la lumière autour d'elle. Dans la cuisine, le silence régnait, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne. Élise prépara machinalement un café, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon d'interrogations. Qui était cet homme? Que voulait-il réellement? Et surtout, quelle part de vérité cachait-il derrière ces sourires énigmatiques? Elle s'habilla d'une robe en soie gris perle, légère et fluide, dont le décolleté délicat laissait entrevoir la lueur sombre du pendentif. Ses escarpins bleu nuit claquèrent sur le parquet alors qu'elle quittait la maison, décidée à suivre cette piste qui venait de s'ouvrir. Le village de Saint-Pierre, encore endormi, semblait retenir son souffle, comme conscient que quelque chose d'important allait se jouer ce jour d'H. à U-Café, l'atmosphère était différente. Le pianiste, absent la veille, réchauffait l'air avec des accords plus joyeux, mais Élise ne pouvait chasser le poids de l'inconnu qui pesait sur ses épaules. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, scrutant la rue déserte à la recherche du moindre signe. Soudain, une voiture ancienne, noire et brillante, glissa silencieusement devant le café, s'arrêtant brusquement. Une silhouette sortit, élégante dans un manteau de laine sombre, et se dirigea d'un pas assuré vers elle. C'était Claire, la sœur cadette de Didier, une femme à la beauté froide et au regard perçant, réputée pour son esprit vif et son influence dans les cercles d'affaires locaux. Élise, dit-elle en s'asseyant sans invitation, il faut qu'on parle. Surprise, mais sans perdre son calme, Élise hocha la tête, invitant Claire à poursuivre. Ce que tu vis, commença Claire d'une voix basse, dépasse ce que tu imagines. Richard n'est pas l'homme que tout le monde croit. Et ce pendentif, ce n'est pas un simple bijou. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que veux-tu dire? Claire sortit de son sac un dossier épais, rempli de documents, photos et lettres jaunies. Voici ce que j'ai découvert en fouillant dans les archives familiales. Il y a des choses que Didier ignore, et qu'il vaudrait mieux que tu saches. Les heures s'égrenèrent tandis qu'elles parcouraient ensemble les secrets d'une famille dont les racines s'enfonçaient dans des ombres anciennes. Trahison, alliances secrètes, et pactes obscurs se dévoilaient peu à peu, tissant une toile complexe dont Élise était désormais prisonnière. Mais plus elle s'enfonçait dans cette histoire, plus la frontière entre le passé et le présent s'effaçait, jusqu'à ce que la réalité elle-même semble vaciller. À un moment où Claire referma le dossier, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les deux femmes se figèrent, leurs regards se croisant dans une compréhension muette. Quelqu'un frappait à la porte, avec insistance. Élise échangea un regard inquiet avec Claire avant d'aller ouvrir. Dans l'embrasure se tenait un homme, le visage masqué par une capuche, le regard brillant d'une intensité inquiétante. Sans un mot, il tendit un petit paquet scellé, puis recula rapidement dans l'ombre avant de disparaître. Élise ferma la porte d'un geste tremblant, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit le paquet. À l'intérieur, un simple carnet, au cuir usé,
portant ses initiales gravées à leur fin. Elle comprit que cette nouvelle énigme était la clé d'un secret encore plus grand, un secret qui pourrait bouleverser non seulement sa vie, mais celle de toute la famille. Alors que la nuit tombait à nouveau sur Saint-Pierre, Élise sut que le véritable jeu ne faisait que commencer. Les ombres s'allongeaient sur les ruelles pavées de Saint-Pierre, enveloppant le village d'une aura mystérieuse, presque palpable. Élise referma doucement le carnet sur ses genoux, le cuir usé et les initiales dorées lui transmettant un poids inattendu. Chaque page promettait des révélations, des secrets enfouis dans les replis du temps, et elle sentait son cœur battre plus fort, entre excitation et appréhension. Dans sa robe de velours bordeaux, elle se leva, la lumière tamisée caressant les courbes de son corps avec une douceur presque sensuelle. Ses escarpins noirs résonnaient sur le parquet ancien de la maison, ponctuant ses pas d'une cadence déterminée. Elle glissa le pendentif en argent autour de son cou, la pierre noire capturant la faible lueur des lampes, comme un talisman contre l'inconnu. Assise près de la fenêtre, elle ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, presque élégante, racontant l'histoire d'une famille déchirée par des rivalités ancestrales et des choix douloureux. Elle lut des lettres oubliées, des confessions secrètes, des mises en garde mystérieuses. Plus elle avançait, plus elle comprenait que la vérité qu'elle cherchait était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, un bruit attira son attention, un léger grincement au niveau de la porte d'entrée. Elle se redressa brusquement, le regard vif, le souffle suspendu. Mais rien. Juste le vent qui faisait danser les rideaux. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de cette impression d'être observée, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le lendemain, Élise se rendit au marché du village, un endroit où les habitants se mêlaient dans un ballet de couleurs, d'odeurs et de voix. Elle portait une blouse légère ivoire, nouée à la taille, qui laissait entrevoir ses épaules délicates. Un foulard de soie rouge ceignait son cou, ajoutant une touche de flamboyance à son allure déjà captivante. À un détour d'une allée, elle croisa Jean-Marc, le boulanger au sourire malicieux, toujours prompt à lancer une plaisanterie. « Alors, Élise, tu cherches des secrets dans les croissants aujourd'hui ?» lança-t-il en lui tendant une baguette croustillante. Elle sourit, savourant la légèreté de ce moment. « Juste un peu de douceur, Jean-Marc. Le mystère peut attendre. » Mais dans son esprit, les mots de Claire résonnaient encore, et le carnet posé sur sa table de nuit semblait l'appeler. Cette nuit-là, alors que la maison s'enfonçait dans le silence, Élise ouvrit de nouveau le carnet. Une lettre attira son attention, écrite d'une main tremblante, adressée à une certaine Isabelle, une ancêtre dont personne ne parlait jamais. La lettre évoquait une trahison, un pacte secret, et surtout une menace qui planait toujours sur la famille. Alors qu'elle déchiffrait ces mots, une idée germa dans son esprit, et si tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, sur Didier, et même sur Richard, n'était qu'une façade? Le lendemain, Élise décida de confronter Didier. Elle le trouva dans son bureau, plongé dans des dossiers, le front plissé. Sa robe gris perle glissa contre la porte alors qu'elle entrait, ses yeux cherchant les siens. Didier, il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Et elle releva la tête, surpris par cette détermination nouvelle. Je t'écoute. Elle posa le carnet sur son bureau, ouvrant une page au hasard. Je sais que tu caches des choses qui nous concernent tous. Didier fronça les sourcils, mais son regard trahit une inquiétude sincère. Ce qui est arrivé est compliqué, Élise. Ce n'est pas facile à expliquer. Elle s'approcha, laissant tomber la douceur de ses gestes. Alors explique-moi. Ou je le découvrirai seul, et ce ne sera pas joli. Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge. Didier prit une profonde inspiration, puis commença à parler, révélant peu à peu une vérité qui allait bouleverser leur existence. Mais tandis qu'il parlait, Élise sentit un frisson parcourir son échine. Une part d'elle savait que ce qu'il allait dire n'était que la surface d'un iceberg bien plus dangereux. Dans l'ombre, une présence invisible, une menace silencieuse, guettait le moment propice pour frapper. Alors que la porte du bureau se refermait doucement, laissant les deux âmes face à face avec leurs secrets, la nuit tomba sur Saint-Pierre, enveloppant à nouveau le village dans son manteau d'obscurité et de mystère. Le jeu venait de prendre une tournure plus sombre. Personne n'était prêt à en deviner l'issue.